donc qui est Maud Salomé Ekila, qui est intervenu déjà hier, je crois, ou vendredi, donc qui n'a pas pu venir, donc qui sera en visio également si on arrive à la joindre. Alors, ravi de me retrouver avec vous et avec nos invités. Décoloniser les imaginaires, c'est un vaste programme. C'est la dernière table ronde de ce festival, donc c'est aussi l'occasion de se lâcher un petit peu, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment de penser en dehors des cadres vraiment stricts, politiques, socio-économiques, etc., qui ont été largement abordés, l'écologie et toutes ces questions-là. On va parler art aussi, on va parler de différentes choses. Et puis vous aurez la parole évidemment à la fin si vous voulez intervenir également. Donc je présente d'abord mes invités. On a Jeanne-Marie Rugira qui est donc docteur en sciences de l'éducation, qui travaille comme enseignante-chercheuse au Québec, à l'université UQAR. Voilà. Comment on dit ? Université du Québec à Rimouski. Voilà, à Rimouski. Donc, Jeanne-Marie, vous êtes rwandaise, oui. C'est ça ? Avec nous, donc, Blik Bassi, chanteur, musicien qui va nous faire tout à l'heure bouger, musicien camerounais de l'ethnie Bassa, je précise, parce qu'on va parler des aspects ethniques, puisque moi, ça m'intéresse particulièrement. Donc, moi, je suis Jocelyn Morisson, je suis rédacteur en chef de la revue Native, dont on vous a pas mal parlé au cours de différentes tables rondes. C'est une revue qui s'intéresse au peuple racine et aux racines des peuples, comme j'aime le dire. Donc c'est une question aussi qui se pose. Alors on a également Fadel Barro qui est avec nous en visio depuis Kaolack, Sénégal, et qui est donc le fondateur du collectif Y en a marre, qui était un collectif donc d'action politique. Et il est depuis 2020, il est coordinateur régional de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, dont il a déjà été question vendredi. Il est intervenu vendredi sur une table ronde. Et voilà, qui travaille sur cette protection des lanceurs d'alerte. Donc Fadel, bonjour, merci d'être avec nous. Je vois que vous êtes connecté, très heureux. Et donc, comme je vous le disais, peut-être Maud Salomé Ekila va nous rejoindre. C'est une journaliste, reporter, réalisatrice congolaise et qui est une militante également panafricaniste. Alors, pour introduire quand même cette table ronde, décoloniser les imaginaires, relever la Terre vers le soleil déjà. Première chose, attention à ne pas s'éblouir, peut-être, il y a un risque. Décoloniser les imaginaires, c'est un vaste programme. Pour moi, ça commence par, en quelque sorte, désapprendre le récit dominant qui colonise nos esprits. Ce n'est pas seulement une question de colonisation, c'est-à-dire que nos esprits sont tous colonisés par ce récit dominant qui est le récit du matérialisme, du consumérisme, du capitalisme, et qui engendre tous ces comportements de prédation, d'exploitation des ressources, du vivant, de destruction de la biodiversité, etc. Ça c'est un récit. C'est ça qu'il faut déconstruire aussi dans nos esprits. On a dit aussi une formule que je trouve intéressante, c'est Sabah Rahmani qui l'a dite ce matin. On parle de subjectiver le monde, de resubjectiver le monde. C'est-à-dire que le monde est devenu un objet. Justement, à ce titre-là, on l'exploite, on le détruit, on l'utilise, et il s'agit là de refaire du monde un sujet, et nous d'avoir cette relation de sujet à sujet avec le monde. Donc il s'agit d'inventer de nouveaux récits, et cette décolonisation des imaginaires, elle permet justement aussi de transcender les frontières, y compris donc les frontières que nous avons dans nos têtes, dans nos esprits, et dans les représentations que nous avons du monde. Le récit qui colonise nos esprits, il est, comme je le disais, matérialiste essentiellement, c'est-à-dire que c'est la matière est la seule réalité finalement du monde. La réalité de la psyché, de la conscience, etc., c'est considéré comme une espèce de produit secondaire finalement de ce qu'est la matière. Seule la matière existe véritablement. Et moi, quand j'entends parler à Sosa, ici, le voir faire ses rituels, le voir vous parler avec son langage venu donc du culte du Bwiti au Gabon, il nous parle d'esprit en permanence. Il nous parle des esprits de la forêt, des esprits des plantes, des animaux, des esprits des ancêtres. Qu'est-ce que nous, occidentaux, blancs, français, comprenons de ça? Est-ce que c'est juste des métaphores
pour lui, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Ces esprits, ils sont réels. Qu'est-ce que nous, occidentaux, encore une fois complètement colonisés par ce récit matérialiste, sommes prêts à accepter de cette réalité-là, de cette relation à l'invisible? C'est difficile, il y a un travail à faire dans les esprits de chacun, justement, et pour moi, justement, ça passe aussi par la spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière le mot de spiritualité? C'est toute la question, c'est complexe, mais Pierre Rabhi l'a dit, que la révolution écologique, elle est spirituelle. Des gens comme Yann Arthus Bertrand ont dit ça aussi, la révolution écologique est spirituelle. On l'a dit ce matin, la révolution écologique collective, elle commence par un changement individuel, elle commence par le citoyen, et donc ça se joue au niveau individuel d'abord avant de se jouer au niveau collectif. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas choqués par le terme spiritualité. Je ne pense pas, si vous êtes là, peut-être que vous êtes sensible à cette notion. Quand on parle de spiritualité, on ne parle pas de religion. Il faut bien faire le distinguo, hein. Même si la religion peut faire partie de la spiritualité, bien sûr. Alors voilà, en guise d'introduction, ce que je voulais dire. Jeanne-Marie, vous avez envie de démarrer par un poème, c'est ça? Oui. Alors, avec plaisir. Et puis ensuite, je vous fais réagir sur cette petite introduction. Ensuite, on va parler d'art, évidemment, avec Blick. Ben, tant qu'à parler d'art, on va commencer donc en parlant de poésie. J'avais décidé de me présenter de manière poétique à cette table ronde. Alors, je commence. On m'appelle Jeanne-Marie Rugira, la Rimousquoise venue du Rwanda. Je suis fille du Nil et des grands lacs africains. Je suis fille de nos 1000 collines qui ont bu tant de sang. Je viens d'une lignée d'hommes nobles et fiers. Je viens d'une lignée de puissantes femmes au cœur d'or. Je viens du silence en amont de toute parole. Je viens d'un amour qui fonde tout amour. Je suis la Rwandaise amoureuse du majestueux fleuve Saint-Laurent. Je suis celle qui a demandé asile au sublime parc du Bic. Je lui ai chanté des louanges et je lui ai demandé asile. J'ai crié mon espoir à ses capes et à ses baies. J'ai pleuré nos morts à ses anses. J'ai raconté nos peines à ses îles et ses montagnes. Je me suis assise en silence devant ces foudroyants couchers de soleil, en attendant que la paix me rejoigne. Alors que ma peau et mon cœur de femme noire se languissaient de la chaleureuse mer Afrique, je me suis laissée fouetter par des grands vents du fleuve. J'ai appris le consentement dans les bourrasques du Saint-Laurent. Aujourd'hui, je sais que le monde est âpre, et alors je me soigne. Je marche dans les traces de la présence ancestrale des Malécites et des Micmacs du Bas-Saint-Laurent. Alors je me soigne en négociant avec la rudesse et la beauté foudroyante des hivers québécois. Je me soigne en me laissant décoiffer, déplacer, défigurer. Je me soigne en me laissant féconder, altérer, sculpter et en consentant à ma propre transmutation. Alors je deviens autre. Étrangère à moi-même, je me libère de cette idée apprise à l'école des sœurs blanches d'Afrique, qui prétendait que la culture, la vraie, l'unique, l'universelle, la seule qui mérite d'être apprise et transmise, sera toujours produite par les mondes étrangers à nous. Alors je me soigne. Je me soigne de l'aliénation coloniale. Je cesse de regarder mon univers intérieur. Je cesse de regarder mes ancêtres et ma langue, mon peuple, ma terre et nos savoirs traditionnels à partir du point de vue méprisant des colonisateurs. Je me libère de la pensée binaire, d'une vision du monde dichotomique, d'un rapport aux autres toujours hiérarchisant, compétitif et comparatif.
Alors je me soigne et je réapprends ma langue intérieure. Je me soigne et je me mets en marche. Je me soigne et je réapprends la vision du monde de mes ancêtres. Je me soigne et je retourne sur les ruines de notre histoire collective. Une histoire faite de traumatismes multiformes, une histoire faite de génocide, d'écocide, d'épistémicide. Alors je me lève et je marche. Je marche le chemin des connaissances multiples, des savoirs métissés pour retrouver la voie qui permet de se rejoindre. Je marche encore pour une justice épistémique. J'affirme l'urgence de multiplier les voies singulières, la nécessité de multiplier nos histoires, d'autoriser les voix discordantes, de réinventer nos narrations, de tracer la voie d'une souveraineté narrative. Et alors je me lève. Je me lève et je réclame une place au soleil pour tous, en espérant une place à l'université de tous nos savoirs, en luttant pour voir dans l'espace public tous nos visages et toutes nos musiques, tous les corps et toutes les danses, tous nos parcours, toutes nos expériences et le sens que nous leur donnons nous-mêmes. Alors je me lève. Je me lève et je marche. Je marche pour édifier une place au soleil pour tous nos corps et pour tous nos cœurs, pour toutes nos âmes et toutes nos histoires. Je me sors progressivement la tête de l'eau. Je me sors d'une société d'esprit sans corps, ou pire encore, des corps sans esprit. À peine animé, toujours divisé, je nage dans l'incertitude, certes, mais j'avance. J'avance courageusement. J'avance réunifiée et présente. J'ai une longueur d'avance. Car j'ai appris à incarner l'espoir. J'ai appris à chanter dans le noir. J'ai appris à danser sous la pluie. À aimer sans mesure au cœur de l'adversité. À user de la langue du colonisateur pour réparer toute dignité bafouée. Je sais, je suis la petite sœur d'Onguji wa Thiong'o, l'excellent, le grand baobab tanzanien. Depuis que je suis ces traces, je respire. Je me sens m'approcher de notre commune humanité. Je redécouvre les voies pour faire communauté de destin. Je marche dans ces traces présentes à chacun de mes pas. Ainsi, décoloniser mon esprit devient ma tâche primordiale. La décolonisation des savoirs et des imaginaires devient un rêve ultime. La décolonisation de nos corps et de nos esprits, de nos chants et de nos danses devient un juste labeur. La décolonisation de nos pratiques et de nos relations devient un projet politique. La décolonialité du féminisme devient alors mon espoir radical. Alors que l'amour décolonial, l'amour systémique, constitue mon seul horizon de sens. Je vous remercie. Merci. Très beau poème, peut-être pas facile à mettre en musique. Je ne sais pas si ça vous inspire. Non, je pense qu'avec un peu de travail, tout est possible. On peut tout mettre en musique. Ouais. C'est pas compliqué. En plus, c'est super beau, donc forcément, ça, c'est inspirant, quoi. Alors tu vas me faire ça? On en parlera après. Faire le deal business, quoi. Après, ça peut être dit sur de la musique aussi. Donc oui, cette notion de guérison, elle est centrale. Est-ce que c'est le prérequis justement pour décoloniser les imaginaires, de d'abord guérir les blessures des corps, les blessures dans les inconscients aussi? Est-ce qu'il faut d'abord passer par là? Ce matin, on écoutait Pierre Rabhi qui disait qu'il n'y aurait pas de transformation sociale possible sans transformation individuelle, sans changer quelque chose dans nos propres intériorités. Une parole que j'achète, que
que je partage, que je suis convaincue de cette chose-là, moi. Et donc, je pense qu'il est temps qu'au nord comme au sud, qu'en Afrique comme en France, on se rende compte que nous venons tous d'une histoire traumatique. Que notre rencontre, la rencontre de nos continents, les rencontres de nos peuples, ils ont créé que des mauvaises choses. Il paraît qu'il n'y a pas de lumière sans ombre et il n'y a pas d'ombre sans lumière. Je suis convaincue, en fait, qu'il y a des choses qui sont devenues possibles parce qu'on s'est rencontrés, mais cette rencontre-là a été d'une violence inouïe. Et cette violence-là a blessé, comme le disait si bien Aimé Césaire, et comme on le disait hier sur la table ronde du matin où on était avec les femmes en écoutant des anges qui nous parlaient de ces hommes qui violent les femmes, qui les détruisent, qui les mettent les fusils, l'acide dans le sexe. C'est trop facile de dire il y a des méchants violeurs et il y a des pauvres victimes. Il y a des méchants colonisateurs et il y a des pauvres colonisés. Il y a des méchants ci, puis il y a des pauvres ci. Cette vision, j'essaye de me décoloniser de cette vision dichotomique. Pour moi, il est clair que Aimé Césaire avait raison. Il faut être déjà déshumanisé pour enlever à l'autre sa propre humanité. Et on ne s'en sortira pas. Tant et aussi longtemps que les Africains n'auraient pas compris. Les Africains, mais les gens d'Amérique du Sud, les Antillais, la Polynésie française, c'est l'humanité entière en fait, la Papouasie. Quand nous, les colonisés, on n'aura pas compris, comme disait Fanon, que notre premier ennemi n'est pas le colonisateur, mais la trace de la colonisation dans nous. Ce qu'on appelle le trauma colonial. Il y a un véritable trauma colonial qui nous est laissé dedans. Évidemment, on a pris nos hommes et nos femmes, on a pris nos terres, on a pris beaucoup de choses, on a tout spolié. C'est vrai que c'est injuste et c'est vrai que ça fait mal. Mais moi, je pense que à ce mal-là est encore pas grave. Pour moi, le plus grave, c'est qu'ils nous ont appris à nous regarder avec les mêmes yeux méprisants qu'ils nous ont regardés. Ils nous ont appris à ne pas aimer nos cheveux, ils nous ont appris à ne pas aimer nos corps, ils nous ont appris à ne pas aimer notre couleur de peau, ils nous ont appris à ne pas respecter nos ancêtres. Prier les ancêtres des Juifs, ça va bien, là, mais si je parle de mes propres ancêtres, je suis dans l'hérésie. On ne peut pas parler sa langue. Moi, j'ai vécu des années, puis je ne suis pas si vieille que ça, je n'ai même pas encore 60 ans. Mais j'ai vécu des années avec une peur bleue qu'on m'attrape en train de parler ma langue maternelle. À me promener dans une cour de récréation avec une cloche qui fait du ging-ding comme des vaches parce que j'ai parlé ma langue. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'au moment même où j'étais punie pour ça, j'étais en train d'apprendre la délation. On était en train de nous apprendre à ne pas nous faire confiance parce qu'il me fallait guetter c'est qui la copine qui, comme moi, va faire le grand péché de parler sa propre langue pour que je lui colle le truc qui me faisait honte à la cour de récréation parce que personne ne veut m'approcher. Parce que si on m'approche, on risque de s'échapper et de parler sa langue et donc de se retrouver avec cet objet de la honte que j'ai dans mon cou. Vous vous rendez compte de la violence? Alors, quand tu as appris que tu ne peux pas parler ta langue, que tu ne peux pas penser dans ta langue, que tu ne peux pas dialoguer dans ta langue, que la langue, pour comprendre le monde, pour dire le monde, et vous le savez bien, une langue, ce n'est pas juste du vocabulaire, c'est une vision du monde. Ce n'est pas juste parler français. L'interdiction de parler ma langue maternelle, ce n'est pas une interdiction de parler ma langue maternelle, c'est une interdiction de rentrer dans la vision du monde
de mes ancêtres. Cette interdiction, vous l'avez vécue sur le continent en Afrique, Mais oui, enfant, on l'a vécu à cause de conflits interethniques, Non, à cause de la colonisation. à cause de la colonisation. À cause de la colonisation, parce qu'au Rwanda, tout le monde, les Hutus comme les Tutsis, on parlait le Kinyarwanda. Tout le monde parle la même langue. Mais c'est dans les écoles où on était dans les pensionnats, moi, les pensionnats où j'ai été tenus par les sœurs blanches ou par les sœurs bernardines de Alors là, Belgique. il y a un parallèle avec le Québec, en l'occurrence avec le Canada, Ah ouais, c'est tout à fait. dont on parle beaucoup en ce moment. Ouais. Et cette blessure-là, et on ne se rend pas compte, par exemple au Québec, ou même en France, là, quand les gens viennent, puis qu'on veut qu'ils apprennent la langue française, on ne sait pas que quand on nous demande d'apprendre la langue, ce que je comprends, hein, je ne le conteste pas, mais j'aimerais ça que ceux qui nous l'apprennent se souviennent qu'on est en train de répéter la même violence coloniale et qu'on s'y adresse avec parcimonie, quelque chose comme ça. Et donc, tu ne peux pas parler ta langue, tu ne peux pas aimer ton corps, parce que ton corps, c'est la source du péché, n'est-ce pas? Le corps, la sexualité, c'est la source du péché. Tu ne peux pas aimer tes ancêtres. Tu ne peux pas... vous, quand on vous baptise, on vous demande si vous renoncez au diable. Nous, on ne nous a pas demandé si on renonçait au diable. On nous a demandé de renoncer au nom de nos dieux, de renoncer à notre propre spiritualité. Alors, vous voyez, la langue, les ancêtres, le corps, l'histoire, j'ai appris, j'ai écrit dans mes cahiers d'élèves pour faire mes examens que mes ancêtres sont les Gaulois. Mais vous vous imaginez quand tu essaies d'apprendre une langue et que tu veux comprendre c'est quoi que ça veut dire, le mot ancêtre puis le mot gaulois, et que tu dois les mettre ensemble, vous vous imaginez les nœuds que ça fait dans la psyché? Et comme c'était ça qui était écrit dans le livre, si je disais que mes ancêtres étaient les Rwandais, j'avais 0. Et c'est ça. Donc, je ne dis même pas qu'il y avait quelqu'un qui pensait nécessairement nous faire du mal, mais le système, il était ainsi fait et il a eu des effets. En tout cas, moi, je l'ai observé sur moi, les effets de cette colonialité-là. Et j'ai su que le chemin de retour à toutes ces interdictions-là demandait de revenir sur mes pas, de réapprivoiser mon corps, de réapprivoiser ma langue, de réapprivoiser mes ancêtres, de retourner dans la vision du monde des nôtres. Et ça ne veut pas dire que je vais renoncer à ce que j'ai appris par ailleurs, mais il faut juste que j'arrête de m'éjecter de l'équation. Il y a une identité à reconstruire, hein, en quelque sorte. Blic, là-dessus, vous n'êtes effectivement pas de la même génération. Est-ce que le poids de cet héritage colonial, vous l'avez perçu aussi, j'imagine, à l'école? On vous a dit aussi que vos ancêtres étaient les Gaulois ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que ça a légèrement évolué quand même, malgré tout? Bon, c'était pareil au Cameroun, hein. Non seulement les ancêtres gaulois, mais ce qu'elle expliquait sur les espèces de boîtes qu'on portait dans le village. Moi, j'ai fait ça dans mon village, pareil. C'est-à-dire à la personne qu'on attrapait en train de parler la langue, en fait, on lui passait ce collier. Et toute la cour savait que tu étais le dernier à avoir parlé la langue. Et donc, entre gamins, ce qu'on faisait souvent, c'est, par exemple, tu poussais ton camarade. En fait, c'est toi qui portais le collier, tu poussais ton camarade avec force, et tu savais que il allait parler la langue, parce que quand on est fâché ou bien quand on est sincère, en fait, la sincérité, c'est la première langue. Donc, quand tu le poussais fort, il allait réagir en langue, quoi. Et tu lui filais le collier, en fait. Et pour nous, à l'école, on rigolait avec ça, mais plus tard, oui, c'est l'une de mes démarches, d'ailleurs, c'est de ne chanter exclusivement en langue bassa de chez moi. C'est une volonté, parce que c'est grâce à la langue que je suis reconnecté à mes grands-parents. C'est grâce à la langue que je me ferai un petit chemin pour repartir vers ce qui va sauver le monde. Parce que pour moi, ce qui va sauver le monde, c'est repartir dans nos traditions, reconnecter, repartir vers la base. Parce que au départ, nous sommes un maillon de la chaîne des éléments de la Terre. Nous sommes un des éléments fous qui a décidé de se déconnecter de tout le reste et de se focaliser sur les choses visibles, sur des choses physiques, matérielles et tout. Et donc c'est un travail que
sur la langue que j'ai commencé à faire depuis très longtemps, parce que je n'avais décidé que de ne chanter qu'en langue bassa. Et lorsque je suis arrivé ici à 13 ans, j'ai rencontré des producteurs, des gens qui voulaient que je chante en d'autres langues, et je leur disais pourquoi est-ce que parce que pour moi chanter en fait c'est se mettre à nu. Et si je veux vraiment être sincère, il faut que je sois moi. Et pour être moi, il faut que je chante en ma langue maternelle. Et en fait, il y a tellement de choses. Et quand je commence à chanter en langue de chez moi, je ne suis plus ici, je suis ailleurs en fait. Je vis des choses. Ça m'amène dans un monde, le monde de mon enfance, parce que j'ai grandi au Cameroun, entre le village et la ville, et j'ai eu la chance d'avoir été éduqué par un père qui tenait à ce que nous connaissions les éléments de la nature, mais surtout des grands-parents qui, de manière inconsciente, m'ont amené à comprendre l'existence des autres éléments à travers des petites anecdotes qui sont incroyables. Par exemple, un jour, je vais à la chasse avec mon grand-père et qui me dit, quand à chaque fois tu vas entendre cet oiseau chanter, sache qu'il y a un serpent venimeux. Il dit, le serpent, l'oiseau, l'homme et le serpent faisant un triangle. Et que malheureusement aujourd'hui, parce que nous n'écoutons pas la nature et parce que nous avons oublié que ce sont des éléments vivants, parce que nous voulons installer notre maison, nous décidons que c'est la mauvaise herbe, comme si nous sommes les créateurs de l'univers. Et que le fait de nous déconnecter de tout ça, c'est ça qui nous amène à la perdition. Et à partir du moment où on se rend compte que, pour moi, en tout cas, la question de décolonisation, c'est tout simplement une question pour les Africains de repartir vers leur tradition, de comprendre qui ils sont réellement. Parce qu'à partir de ce moment, il devient très compliqué. En fait, quand on est stable, il devient très compliqué de mentalement rentrer dans de rentrer dans notre mental à partir du moment où on sait qui on est, on sait d'où on vient, on comprend surtout l'environnement, l'écosystème dans lequel on est, parce que l'homme n'a rien créé, l'homme n'a rien inventé, la nature. Ce que la nature a inventé est incroyable. Il suffit de regarder les herbes, regarder, même quand, chez moi, là où j'habite, vers Saint-Émilion, quand je rase le gazon, quand ça repousse tous à la même taille. C'est pas nous qui leur disons ça, c'est-à-dire il y a une intelligence naturelle qui est tout simplement incroyable. Et l'homme, dans une espèce d'ego fou, pense que il crée, pourtant tout est complètement piqué du biomimétisme, toute part de l'univers a complètement tout inventé. Et c'est parce que nous sommes complètement déconnectés de cette réalité que nous vivons que la colonisation et tous les massacres qui ont eu sont arrivés. L'homme, dans sa folie, de penser qu'il peut sortir du maillon et être tout simplement de la chaîne et être un maillon complètement libre, un électron libre. Il devient fou et cette folie-là, c'est dans cette folie que nous vivons. Et je pense que vraiment la réponse pour moi dans tous les projets sur lesquels je travaille, c'est de dire que si nous voulons, parce que ces derniers temps on parle beaucoup d'afrofuturisme aussi, et pour moi l'afrofuturisme est simple, c'est de la reconnexion, c'est le retour vers la base, vers l'essentiel en fait. Parce qu'il n'y a pas de futur si les bases sont fragiles. Et nous, aujourd'hui, le problème des Africains, c'est que nous n'avons nos bases, en fait. Nous vivons dans un écosystème où la structure est étrangère, une structure vampirique qui n'est même pas connectée à notre écosystème. Cette structure-là est connectée à ceux qui l'ont inventée. Et nous essayons de survivre dans cet écosystème qui, en plus, lorsqu'on parle de questions d'immigration, je dis, mais à partir du moment où vous avez créé un écosystème qui ressemble à l'original, les gens, quand ils grandissent et vivent là, une fois qu'ils sont grands, ils veulent aller voir l'original. C'est normal, puisque le modèle économique, éducatif, culturel, politique est français du cas du Cameroun. Donc les mecs, de manière naturelle, tout est construit pour qu'ils repartent voir l'original de l'endroit, l'espèce d'endroit qu'on a construit avec toutes les bases étrangères, quoi. Oui, alors ça a été dit, effectivement, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Les racines donnent la stabilité, etc. etc. Je voudrais peut-être faire réagir Fadel. Merci Fadel d'être avec nous. Via une question, peut-être, est-ce qu'il y a encore un travail de repentance à faire de la part du colonisateur, même si nous sommes les héritiers hein, de ces situations-là? Et est-ce que ce travail est possible alors qu'il y a encore ce qu'on appelle une néocolonisation? Ça a été dit ici aussi, via les multinationales qui viennent toujours exploiter les ressources. Est-ce que ce travail est possible? Est-ce qu'il doit de toute façon être fait? On ne peut pas construire l'avenir sur les rancœurs du passé. Mais je reprends Amadou Hampateba,
l'avenir sort toujours quand même du passé. Donc c'est extrêmement important de comprendre ce qui s'est passé dans le passé pour ne pas reprendre les mêmes, les mêmes barbaries, tout simplement. Euh, je pense qu'en ce moment, il y a un débat intéressant qui fait que partout dans le monde, les gens s'interrogent sur leurs propres identités, des identités qui peuvent être meurtrières, des identités qui peuvent s'opposer, et des identités cruelles, des identités douces aussi, et des identités apaisantes, des identités qui veulent s'embrasser, des identités qui veulent se rencontrer. Il y a tout dans ce monde d'aujourd'hui. Pourquoi c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre ce qui s'est passé? Parce qu'au risque de reprendre les mêmes erreurs, que ce soit en Occident comme en Afrique, on ne prend pas ce temps de comprendre ce qui s'était passé et qui nous a amené à, d'une part, être colonisés et à être, d'autre part, d'être décolonisés. Dans tous les cas, il y a le dénominateur commun, c'est la déshumanisation de l'humain, tout simplement, mais aussi du vivant, ou le reniement des autres formes de vivant. Et pourquoi j'insiste sur ce point de comprendre ce qui s'est passé, c'est que l'Occident est arrivé dans des pays qui avaient des structures. Et ces structures-là, de toute façon, avaient des faiblesses. Et l'Occident lui-même, dans ses faiblesses, dans son manque d'humanité, elle s'est appuyée sur son mauvais côté pour aller conquérir le monde. Ce n'étaient pas tous les Occidentaux. On ne peut pas prendre ces mondes d'alors et leur dire que vous êtes tous responsables de ce qui s'est passé. Oui, par le silence, oui, par leur ignorance. Mais ce n'était pas tout le monde qui a débarqué en Afrique, en Polynésie, un peu partout dans le monde. Et ce qui s'est passé réellement, c'est quoi? Et c'est ça qui me fait mal, c'est que la même chose se produit sous nos yeux et on fait semblant de ne rien voir comme si le monde allait mieux, alors que non, le monde ne va pas mieux de ce point de vue. C'est toujours un groupe qui a les moyens, qui développe une idéologie dominante, arrive à convaincre ceux qui ont le pouvoir, arrive à convaincre ceux qui ont, quand je dis le pouvoir, c'est le pouvoir religieux, c'est le pouvoir économique, c'est le pouvoir politique, arrive à faire coalition avec eux, à les infiltrer pour pouvoir continuer à ce qu'on appelle aujourd'hui le business, qui n'a jamais changé. Les Africains ont été esclavagisés tout simplement pour faire de l'industrie, pour produire. C'est le même anthropocène. Il ne suffit pas d'interroger des civilisations, tout ça. Ça, c'est de la culture. On peut en discuter au niveau des instances culturelles. Comment les sociétés ont grandi, comment ils ont poussé, comment. Mais dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un groupe qui, aidé par ses rois, a réussi à faire valoir une idéologie qui veut que pendant cette époque-là, il faut aller développer nos industries, c'est-à-dire la production pour le capital, pour avoir de l'avoir, pour un meilleur profil. Et pour ça, il faut déshumaniser d'autres gens. Il faut saccager des vies. Il faut saccager toute forme de vie tant qu'on peut. Est-ce que vous avez vu l'image d'ailleurs sur les rhinocéros? Il y a quelqu'un en a parlé ici pendant ces ateliers de climax. Comment les gens peuvent, tout ce qu'ils peuvent déployer pour aller couper un arbre de veine, comment ils massacrent toute forme de vie à côté. C'est la même chose qui s'est passée il y a quelques siècles. Comment les gens se sont jetés sur les éléphants pour de l'ivoire, en tuant tout le reste de son corps vivant parce qu'ils voulaient juste de l'ivoire. Mais c'est le même processus qui a amené des humains à aller prendre d'autres humains et à en faire des machines, tout simplement de reproduction et de travail et de. Mais cela continue si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Avec le cobalt. Il y a quelqu'un qui en a parlé ici. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on est en train d'entrer dans un processus, oui, de coloniser les imaginaires, alors qu'on n'interroge pas dans nos vies d'aujourd'hui quelle est notre part de responsabilité. Chacun, comment il rend possible cette colonisation qui prend des formes différentes selon les contextes. Oui, j'allais dire que c'est nous tous. C'est nous tous consommateurs, effectivement, qui entretenons ce système-là par nos façons de consommer. Hein. Donc, effectivement, on est en train de faire de faux débats. Regarde, je comprends. Je vais aller loin parce que je suis loin, il y a un petit délai.
ce que j'ai envie de dire, c'est cela. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est en train encore de rentrer dans de faux débats. Il faut décoloniser, on est en train de vouloir modéliser ce que les gens doivent être et de les laisser s'épanouir comme ils ont envie d'être. Un jeune Africain qui a envie de ressembler à Bob Marley, est-ce que vous allez, ou à Beyoncé ou à Michael Jackson, est-ce que vous allez lui dire non, 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 ce n'est pas nos ancêtres. Il faut rester connecté à un autre type de spiritualité parce que nous, les Africains, le monde a changé, le monde n'est plus ça. Les gens ont le choix aujourd'hui, dans un universalisme, d'être qui ils veulent être. Mais le fond du problème, c'est quoi? Est-ce que ce qu'on appelle humanité, ce qu'on appelle vivant, est-ce qu'il y a assez de solidarité dans ce monde-là? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est concevable, pour parler justement de l'actualité du Covid-19, qu'un pays comme le Canada puisse acheter 7 fois les doses dont ils ont besoin pour le vaccin, l'Union européenne 3 fois plus, au moment que là où les gens crèvent le plus en Afrique, en Asie, un peu partout, ils n'ont même pas accès à une seule dose. C'est ça l'enjeu. C'est ce manque d'humanité en termes de solidarité, en termes de regarder son semblable, comme se dit que tout ce qui lui arrive peut m'arriver le lendemain, et d'organiser un système qui prend en compte tout le vivant. C'est ça les enjeux. Mais qu'on ne nous enferme pas encore, décolonisez-vous. Pour moi, c'est dépassé. Personne ne m'a colonisé. Ils ont colonisé des gens qui vivaient en Afrique il y a quelques siècles. Il s'est passé après autre chose. Mais les enjeux d'aujourd'hui, c'est moi qui les identifie et qui les combat, et avec tous ceux dans le monde qui portent les mêmes flambeaux que moi, qu'ils soient en Occident, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient en Arabie. Parce que dans ce processus-là, on nous met les uns contre les autres. Est-ce que, oui, vous ne pouvez pas regarder du côté des Arabes? Oui, il y a les Juifs. Oui, il y a les musulmans. Oui, il y a les Noirs. Oui, il y a, oui, il y a, oui, il y a. Et on n'interroge pas de nos actes quotidiens. Qu'est-ce qu'on fait qui nous déshumanise et qui empêche le vivant de s'épanouir comme il doit l'être? Je n'apporte pas de réponse. Je nous pose tous des questions. Merci. C'est tout à fait juste, bien sûr, et vous pointez des exemples très, très concrets. Néanmoins, donc, parlons d'identité africaine, parlons un peu de panafricanisme, parce que c'est aussi un sujet quand même. Vous parlez de notre fraternité d'être humain, tout simplement, et néanmoins, vous donnez des exemples de jeunes Africains qui s'identifieraient à Beyoncé, à Bob Marley, qui sont des afro-descendants, hein, comme on dit. Donc, bien sûr, cette identité, cette notion d'identité africaine, elle est quand même très, très forte. Alors, je vous fais réagir, Fadel, peut-être après, peut-être Jeanne-Marie là-dessus, parce que je vous ai envoyé... Je peux aussi parler de s'identifier à Wele, je sais pas moi, à n'importe, à Florent Pagny ou à Céline Dion, ou qui elles veulent. C'est juste des exemples de ce bien monde sûr, oui, bien sûr. Voilà, de capitaliste. Tant mieux, hein, tant mieux si voilà. s'ils peuvent s'identifier. Quand je cite quelqu'un, je ne vois pas son afrodescendance ou son américano-descendance ou son européano-descendance. Je parle d'humain et du système de valeurs qu'il porte aujourd'hui. Très bien. Est-ce que c'est un sujet, malgré tout, quand même, le panafricanisme? Je vous ai envoyé une tribune qui a été publiée dans Jeune Afrique en début d'année, où l'écrivain ivoirien, je crois, Gauss, dit que c'est une coquille vide aujourd'hui. L'Organisation pour l'unité africaine a été créée il y a 60 ans. Et qu'est-ce que ça dit? C'est cette notion d'identité donc commune à l'Afrique et aux Africains et à la diaspora, hein, c'est ça, le panafricanisme. Il parle de pan-africaniste dans sa tribune. Alors, au-delà de la formule, est-ce que c'est vraiment une coquille vide? J'ai besoin de dire des choses. D'abord, sur ce qu'est en train de dire Fadel, je suis d'accord. Parce que la question du panafricanisme, c'est la même chose qu'il essaye de dire comment faire pour reconstruire des solidarités. Alors que nous sommes dans un système qui ne fait que nous diviser pour des intérêts de certains. Ici, il y avait quelqu'un hier, je pense que c'est Guillaume, qui disait... est-ce qu'il y a de la justice? Le système profite à qui? Et c'est qui le subit? Donc, il y a l'enjeu, pour moi, l'enjeu du panafricanisme est un enjeu de solidarité pour et avec le continent africain. Et c'est un enjeu qui concerne aussi les diasporas africaines, quel que soit où est-ce qu'ils se trouvent. Je suis d'accord avec ceux qui disent que les 60 dernières années nous ont montré que c'était une coquille vide. Je ne sais pas si c'est une coquille vide ou si le système que Fadel dénonce a participé à faire en sorte que les leaders panafricanistes forts ne puissent pas survivre.
On peut parler aussi de comment ça se fait que ça n'a pas réussi, comment ça se fait que Sankara est mort, comment ça se fait que Lumumba est mort, comment ça se fait que les leaders africains qui avaient à cœur et le peuple et le territoire ont été zigouillés. Ils ont été zigouillés par qui, quoi? La question se pose. Et donc, moi, j'ai de l'espoir par contre, parce que je vois, et sur le continent, et partout ailleurs dans les diasporas, des gens qui se disent, il y en a qui se disent afrocentristes, il y en a qui se disent panafricanistes, mais ils disent tous quelque chose de vraiment important, à mon avis, qui disent comment on peut faire pour que le continent soit respecté, pour que ce territoire soit respecté, pour que ses populations soient respectées, pour que sa faune et sa flore soient respectées. Si on réussit à faire respecter ce qui se passe sur le continent, on va nous respecter partout où nous sommes dans les diasporas. Et je vois une jeunesse africaine qui travaille fort, et je vois une jeunesse afrodescendante qui travaille fort un peu partout. Et la question fondamentale, c'est comment on fait pour construire les solidarités. Et pour revenir sur la question des imaginaires, je suis d'accord avec tout ce que Fadel dit, mais la question, c'est de se dire comment ça se fait que l'humanité continue de faire la même chose qui nous tue. Comment ça se fait qu'au nord comme au sud, on continue ces comportements et ces discours mortifères? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Il y a des niveaux de conscience qui ne sont pas suffisamment éveillés pour comprendre qu'il est temps qu'on se solidarise, pas autour des identités. Même le panafricanisme, pour moi, ce n'est pas une question autour des identités, c'est autour du vivant qu'on doit se solidariser. Mon ami Gabriel Okunji, hier, m'a donné un livre où il fait parler un de ses maîtres qui dit le ciel est grand, mais la parole est nombreuse. Et pour moi, encore une fois, ce n'est pas un enjeu identitaire, c'est un enjeu de démocratie, c'est un enjeu de dialogue. Moi, quand j'arrive ici, il y a quelque chose de mon cœur qui est soigné, il y a quelque chose de mon âme qui est soigné quand je vois une anthropologue, une orthodontiste, une avocate, assis avec un chaman, chacun dans son domaine, en train de parler de son rapport au monde. Et que ces différentes visions du monde peuvent se mettre en dialogue en vue de nourrir l'humanité. Quand cette chose-là est faite, déjà, la formule elle-même, elle est décoloniale. Et je pense que cette multiplication des narrations, cette multiplication des récits, cette capacité de donner la parole à tous, et d'avoir des paroles situées. Moi, je veux bien que mon fils veuille s'identifier à qui il veut. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'il soit complètement déraciné comme une amérante. Ça me dérange. Mais s'il est bien ancré dans lui et qu'enfin, il veut, je ne sais pas, là, s'il veut faire de Macron son idole, il peut faire de Macron son idole, ça ne me dérange pas du tout. Mais il faut qu'il soit assis dans lui. Tant aussi longtemps qu'il est déconnecté de lui-même, qu'il est déconnecté de son territoire, qu'il est déconnecté de ce qu'il veut, de ce qui il est, je ne vois pas comment on va pouvoir combattre les injustices et avoir des projets politiques qui fonctionnent. Je suis parfaitement d'accord. Volontiers, vas-y, Blake, réagissez. Et juste pour aller dans le même sens, moi j'ai publié un livre qui s'appelle Le Moabi Cinéma, c'est un roman qui a été publié chez Gallimard pour pardon Le Moabi Cinéma, qui parle des questions d'immigration. Et donc j'ai eu pas mal de discussions au Cameroun avec des jeunes et je me suis rendu compte que moi qui ai eu la chance de grandir au village au Cameroun, j'ai vu beaucoup de gens qui, comme moi, ont grandi dans ces différents villages. Et aujourd'hui, quand je repars dans ces villages, il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui sont morts en Méditerranée. Et je me pose la question de savoir comment est-ce que je peux être propriétaire terrien, parce que pour beaucoup, ils sont tous propriétaires terriens. Qui a décidé qu'un propriétaire terrien au Cameroun a moins de valeur qu'un propriétaire terrien en France? Quand on parle de pays développés, sous-développés,
qu'est-ce que ça veut dire? Ces notions-là ont de sens que pour ceux qui les ont créées. Parce que moi, je ne me considère pas comme un pays pauvre si j'ai de la terre, parce que je suis propriétaire terrien à Mintaba dans mon village. Pourquoi est-ce que je vais me considérer comme quelqu'un de pauvre? Donc toutes ces notions-là, aujourd'hui, malheureusement, ont été complètement, en fait, ont été vidées de leur sens. Et aujourd'hui, on nous parle de richesse. Est-ce que quelqu'un qui a sa petite maison à Yaoundé, qu'il a acheté d'un coup, parce que là-bas, il y a pas, on ne paye pas, on ne paye pas à crédit, est-ce qu'il est plus pauvre que quelqu'un qui est en France et qui est endetté pour 45 ans? Et que s'il y a une crise financière, on lui arrache tout, on prend tout comme on a vu aux États-Unis. Donc, à un moment donné, je suis d'accord sur certaines choses que Faro disait, mais pas complètement, et parce que je pense que on ne peut rien construire quand on est complètement déraciné. Ça n'a pas de sens, parce que, et c'est le cas pour beaucoup aujourd'hui, c'est ce qui fait que les personnes, les jeunes qui partent du Cameroun et qui pensent qu'ils sont pauvres, pourtant, ils ont des terres, ils sont propriétaires terriens, pour beaucoup, ils ont des champs incroyables laissés par les parents, ils ont des maisons dans les villages et tout, mais tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas, en fait, ils sont rentrés dans un monde où les règles ont été fixées par d'autres. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas non plus faire comme si on est arrivé en Afrique, on nous a amenés dans un terrain de jeu où les règles ont été fixées pour l'intérêt, parce que celui qui écrit le contrat écrit les règles à son avantage. Donc on est rentré dans un terrain où en plus on doit nous juger, les pays entre guillemets, parce que je considère même pas que le Cameroun c'est un pays, on n'a rien décidé de ce qui arrive aujourd'hui, on n'a pas de pays, il a été pensé par d'autres. Donc on ne peut pas rester là et penser que non, il faut qu'on soit au même niveau que la France ou que tous les autres pays. Pourtant déjà on n'a pas de pays, on n'a rien décidé de... Là où on vit, les gens ils ont décidé de rien. Notre politique au Cameroun est exactement copiée de celle de la France, ce qui n'a rien à voir. Éducativement, pareil. Économiquement, culturellement. Notre problème, il est culturel. Ce n'est pas de l'histoire, c'est pas une histoire d'argent, c'est un problème. Le problème africain est culturel. À partir du moment où tu ne comprends pas qui tu as de l'or sous les pieds, puisqu'on est tous d'accord que c'est le continent le plus riche, mais en même temps, quand même, c'est le continent où on trouve les gens les plus pauvres. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et que encore aujourd'hui, pour le cas je reprends le cas du Cameroun, je dis je ne peux pas considérer que c'est un pays parce que quand on va regarder, si le pays, je pense que Bolloré peut mieux dire que c'est son pays que moi. Parce que c'est lui qui a le port, c'est lui qui a tout. En fait, c'est à lui qu'appartient le Cameroun. Quand on regarde l'aéroport du Cameroun, il est dirigé par des Israéliens. Quand on voit la garde même de notre président, c'est les Israéliens qui protègent le président du Cameroun. Donc, il n'a même pas confiance aux gens avec qui il vit. Donc, si on a envie de dealer quelque chose au pétrole ou le diamant, on deal avec ceux qui le protègent, ceux qui ont la clé et la rentrée du pays, que ce soit par le port ou par l'aéroport. Et c'était question... ensuite, c'est des questions de rapport de force. Donc, soit on décide que nous allons rentrer dans ce combat de rapport de force dans lequel nous sommes hyper en retard, soit on décide de prendre notre chemin et de dire que notre chemin, il va être basé sur les valeurs, sur la relation avec l'environnement. On repart sur les bases et que ce qu'on nous appelle bio aujourd'hui, on a l'impression que c'est un parti politique et qu'il y a ceux qui sont dans le truc bio, ceux qui sont dans l'écologie, comme si nous ne faisions pas partie des éléments de la nature. Et donc, soit on décide qu'on part vers une direction qui correspond à notre écosystème. Je parle de l'écosystème parce que nous sommes un élément vivant et qu'à partir du moment où on ne respecte pas notre écosystème, on ne va pas se respecter nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des milliers de personnes qui meurent en Méditerranée et que les mêmes Africains qui sont là-bas aujourd'hui, pourquoi personne ne dit rien? C'est-à-dire, les gens qui partent aujourd'hui, c'est notre faute. Puisque au Cameroun, à chaque fois que je vais là-bas, je discute avec quelques responsables, je leur dis, je n'ai jamais vu de véritable campagne qui, tout simplement, dit de manière subtile que nous avons un pays incroyable, vous pouvez cultiver de la banane, vous avez ça, vous pouvez faire, vous n'avez pas besoin de partir parce que vous vivez dans un lieu magnifique et que vous l'êtes. Et donc, à partir du moment où ces gens-là qui ont accès à la télé, qui voient que leur pays, en général, est décrit comme un lieu qui n'a pas de sens, c'est normal en tant qu'humain de vouloir partir. Et tout ça part de l'éducation. Et en même temps, on ne peut pas dire que... Parce que moi, je me considère comme un privilégié du fait, tout simplement, d'avoir été au courant, tout simplement d'avoir accès
au fait, au savoir qui m'amène à comprendre les questions de décolonisation, parce qu'il y a plein de gens à qui tu commences à parler de ça, ils ne savent pas de quoi tu parles. Je te parle d'Africains avec qui j'ai eu des discussions et qui continuent à me dire que non, c'est le blanc qui est le sauveur et que arrête avec tes histoires. Donc, et ces gens-là, je ne peux pas leur en vouloir. Parce qu'ils ne font pas exprès, exactement comme des gens qui consomment, qui vont ici et qui consomment des choses qui leur donnent des maladies. Si tu commences à leur parler, il y a beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas été éduqués à ça. La société ne nous éduque pas à comprendre tout ça. Donc, à un moment donné, ceux qui comprennent, pour moi, sont quelque part... nous avons une responsabilité incroyable parce que notre rôle est tout simplement de repartir vers ceux qui n'ont peut-être pas la possibilité de comprendre petit à petit, d'aller essayer de leur montrer quelques petites choses qui vont peut-être, à un moment donné, déclencher des choses en eux. Merci, merci Blick. Alors, je suis surpris. Je me tourne vers Mathilde parce que moi, je pensais qu'on avait 1h30. On a fait 45 minutes. On finit en 6 minutes. D'accord, donc on va peut-être prendre des questions de la salle du coup, parce que ça va faire un peu court sinon. Hein? Moi je pensais qu'on partait sur 1h30 au départ, mais on s'adapte. Après il ne faut pas mettre en retard Blick pour son concert évidemment. Hein. 45 ? Alors qu'est-ce que j'ai comme latitude ? On peut continuer, ensuite on donne la parole à la salle, parce que je voulais quand même faire réagir Fadel, qui est encore avec nous, sur cette notion d'identité. C'est quand même vachement intéressant, parce que il y a une espèce d'antagonisme entre cette notion d'identité universelle. Nous sommes tous des êtres humains sur cette planète, effectivement, et pour autant, on peut se sentir comme un Africain, comme un représentant d'une certaine ethnie, etc. Est-ce que le problème ne vient pas du fait que dans l'esprit des gens, c'est contradictoire ? La difficulté, c'est ça, d'inventer un nouveau récit dans lequel ces notions ne seraient pas contradictoires. On peut avoir une identité universelle et des particularismes, une histoire, justement. Fadel. Oui, ça a été coupé un peu. D'abord, laisse-moi de parler. Je vais quand même réagir un peu je suis d'accord avec ce que dit Brick, mais quand même, il y a une phrase que je ne laisserai pas passer, c'est que le problème de l'Afrique est culturel. Non, non, ça, je ne peux pas laisser passer. Le problème de l'Afrique n'est pas culturel. On pourrait avoir 10 débats et 4 tomes là-dessus pour en parler, mais ce n'est pas le lieu ni le moment. Je voudrais juste me retenir, passer sur ça. Une autre chose aussi sur laquelle je voudrais réagir, c'est l'Union africaine est en panne. Mais qu'est-ce qui n'est pas en panne en ce monde? En ce moment, l'Europe est en panne, le projet américain est en panne. Partout, tous les projets d'unité sont en panne et c'est normal, c'est la marche du monde, c'est des hauts et des bas. Mais ce qu'il faut remarquer sur le projet africain, c'est que c'est parti sur du faux. C'est parti sur du faux. Les États qui ont été créés n'ont pas été créés par les Africains. Les regroupements qu'il y a eu, c'est sur la base de frontières qui ont été tracées par le colonisateur et décidées par le colonisateur. Des peuples qui ne voulaient pas être ensemble ont été mis ensemble, des gens qui veulent être ensemble ont été séparés. Parce que simplement, on considère que l'Afrique est une seule identité, alors qu'il s'agit des Afriques. C'est comme si aujourd'hui, penser que tous les Européens, tous ceux qui sont blancs, sont de même culture, sont de même histoire, viennent de même récit. Les Sahéliens n'ont absolument rien à voir avec les Bantous. Les Bantous aussi avec d'autres peuples. L'Afrique a sa propre diversité qu'il faut respecter et les Africains partiront petit à petit à la découverte. Après, voilà, vont partir pour moi. Il ne faut pas se précipiter. Les choses vont aller doucement à l'échelle de l'histoire. Et ce qui se passe en Afrique est extrêmement dur, extrêmement difficile, mais on n'a pas encore rentré dans les guerres des 100 ans. On n'a pas encore, il y a eu des génocides qui sont terribles, mais ça n'a pas été pire que ce qui s'est passé par ailleurs, ce que les Américains, ce que les Occidentaux ont fait aussi au peuple amérindien qu'ils ont trouvé sur place. Oui, c'est la marche de l'histoire. Et aujourd'hui, justement, quand j'insiste sur ce point qu'il faut comprendre et connaître ce qui s'est passé pour ne pas faire les mêmes erreurs, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que on reformule les vraies questions, mais on n'apporte pas de bonnes réponses. Maintenant, pour revenir au sujet des identités diverses autour de l'universel,
Je n'ai pas dit qu'il faut qu'on renonce à nous-mêmes, parce que je ne parle pas qu'il nous faut nous aliéner en disant que laisser les jeunes Africains ressembler à qui ils veulent. Je ne parle pas, je ne pousse pas les gens à l'aliénation. Je ne demande déracinement, c'est des mots extrêmement compliqués et complexes qu'on ne colle pas comme ça sur sur une personne ou sur un peuple. C'est sur une trajectoire, c'est sur dans le long temps qu'on arrive à décider. Je veux juste dire qu'il faut respecter et laisser les gens se rencontrer. Qu'est-ce qui est issu des rencontres? Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés. Pour provoquer parfois, j'ai dit que nous sommes les enfants issus d'un viol. Viol parce qu'on est tellement imprégné de la culture européenne, de la culture occidentale, de son histoire, qu'on ne peut pas l'enlever à nous. Mais en même temps, nous sommes issus d'une mère qui est l'Afrique. C'est notre terre. C'est en nous. On ne peut pas le sortir en nous. Nous le sommes. Je n'ai pas besoin de le proclamer. Je reprends un peu le Soyinka sur ça. On n'a pas besoin de le proclamer. C'est en nous. Mais il faut juste comprendre qu'il y a un dynamisme dans le monde et on ne peut pas figer les choses. On ne peut pas les figer, dire qu'on va être ceci, on va être cela. Nous sommes tous issus des rencontres. Nous sommes issus de la marche du dynamisme, parfois violent, parfois doux, parfois tendre. Avant même qu'il y ait les colonisateurs, les Africains ont allé déposer leur savoir en Occident, à travers l'Éthiopie. C'est une forme de rencontre qui a fécondé l'Occident, qui a fécondé toute la culture et toute la civilisation gréco-romaine qui est partie ici d'Éthiopie et d'Égypte. Cheikh Anta Diop l'illustre parfaitement. Il faut savoir ça et le comprendre. Et comprendre qu'il y a un retour qui a été violent, qui ont voulu dans un conformisme d'ailleurs venu d'Arabie et d'Occident, qui a voulu qu'on soit comme ça et on va comme ça. Mais tout ça nous a imprégnés et nous a rentrés. Il faut l'assumer. On ne s'habille pas voilà. On s'habille, rien que nos habillements démontrent que nous sommes imprégnés de diversité et de multiplicité. C'est cette complexité que je cherche juste à montrer. Je sais que le temps ne nous permet pas d'aller plus loin. Je voudrais juste conclure en disant que aujourd'hui, refusons d'être tous les istes, conformistes, idéologistes, même écologistes, et bâtissons-nous sur du vivant. Simplement, pour moi, le maître mot, je l'ai dit lors de notre précédent panel, c'est le vivant. Merci. Merci beaucoup, Fadel. Un dernier mot donc, de conclusion, un petit tour de table. Ensuite, on vous passe la parole rapidement. Il faudra sortir donc par ici, on me dit. Alors, Jeanne-Marie, peut-être après, le public voudra réagir là-dessus, sur cette notion d'identité, encore une fois. Tu sais, j'ai vu Assosa ici, puis je ne suis pas gabonaise, puis je ne suis pas pygmée. Et quand je l'écoute, ce qui m'est demandé, ce n'est pas de rentrer dans l'identité des pygmées ni dans l'identité des Gabonais. C'est une voix pour me rejoindre moi. Il y a probablement quelque chose, non, il n'y a pas probablement, il y a certainement quelque chose d'encore plus grand que les identités que j'ai besoin de rejoindre à l'intérieur de moi. Et les différentes voies pour y accéder sont les bienvenues. Et là où je suis d'accord aussi avec Fadel, c'est cette question historique. Moi, je voudrais juste insister sur le fait que les Occidentaux, le Nord, le Sud, les Blancs, les Noirs, les Occidentaux, actuellement, je suis préoccupée par le fait qu'il y a une industrie de l'ignorance. Nous ignorons l'histoire et au Sud et au Nord. Et en ça, nous avons besoin de nous décoloniser, tous. Et j'ai l'impression que le système impérialiste a besoin que les peuples au nord ne sachent pas ce qui se passe, que les peuples au sud ne sachent pas ce qui leur est arrivé. Ainsi, on est tous aliénés puis continuent de nous abuser. Et j'ai l'impression qu'on a besoin de revenir à qui nous sommes et de comprendre d'où nous venons pour mieux rêver le futur. Merci. C'est pour ça qu'il est question d'épistémer, le savoir, hein, la connaissance. Blick, une réaction sur ce qu'on a entendu? Oui, en fait, je dirais tout simplement que de toute façon, nous avons un futur. Nous sommes condamnés à vivre ensemble avec la globalisation aujourd'hui. De toute façon, les choses vont encore s'ouvrir et nous allons vivre dans une espèce de grand village. Et pour cela, nous n'avons pas d'autre choix que de
pouvoir réfléchir à comment est-ce que nous allons vivre en paix dans ce grand village. Et les questions d'identité et autres, pour moi, je les vois comme différents laboratoires. C'est-à-dire, la solution viendra peut-être d'un laboratoire qui se fera par les Africains qui déjà vont s'arrêter, se dire où est-ce qu'on va, qui est-ce que nous sommes, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se reconnecte à la nature. Et une fois qu'ils ont sorti cette solution, ils pourront la partager avec d'autres, quoi. Et pendant que les Suédois, quand on voit aujourd'hui le modèle éducatif des Suédois, ils essayent des choses qui sont complètement différentes. Et moi, l'idée, c'est de dire que comment est-ce que nous, on sort un peu de ce qu'on nous a imposé pour essayer de chercher d'autres choses. Et peut-être, en cherchant, nous allons proposer au monde, c'est-à-dire même à ceux qui nous ont colonisés, les solutions qui vont faire que, juste en tant qu'humain, on se reconnecte à notre nous invisible qui nous suit, qui est avec nous tous les jours. Et à chaque fois, quand il part, nous ne sommes qu'une carcasse. Et on ne lui accorde même pas 10% de notre énergie, de notre force, parce que nous sommes complètement obnubilés par le matériel. Et voilà, je me dis, je considère que ça comme vraiment des petits laboratoires partout et qui cherchent la solution. Et la solution, en fait, avant de la proposer aux autres, il faut la trouver pour soi-même. Parce que le problème, en général, c'est d'abord nous. T'es trop beau, toi. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a le temps de donner la parole à la salle ou pas, pour quelques questions? Alors, la réponse est non, je suis vraiment désolé, on n'est pas parti sur le bon timing. On va passer à l'art qui permet de décoloniser les imaginaires. Je voudrais juste vous dire qu'il y a une belle interview de l'écrivain sénégalais Mohamed Bougar Sarr, qui parle d'un continent entre le continent occidental européen et le continent africain, c'est le continent littérature. Là, l'imaginaire peut coloniser ce continent. La musique aussi, la musique est porteuse bien sûr d'émotions universelles qui transcendent les frontières, qui transcendent les identités. Donc on va en profiter avec Blik Bassi qui va nous faire profiter de sa musique. Ça vient de son ethnie Bassa, il chante dans sa langue, il l'a dit, l'identité c'est ça qui nous fait exister. Ça n'empêche pas de se sentir humain et voilà, et sénégalais, et africain, et un peu français, etc. Hein, voilà. Donc merci beaucoup en tout cas pour avoir assisté à cette... Alors, dans 30 minutes, en face, on me dit, le concert aura lieu là-bas, donc il y a une petite pause. Et bien, écoutez, avec plaisir de vous retrouver là-bas tout à l'heure. Merci d'avoir été là. Merci.